todos. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de présenter le cycle consacré à Jacques Demy et aussi à la publication qui l'accompagne. Aussi, nous avons cette année l'honneur d'être accompagnés par Agnès Varda et ses enfants, Rosalie et Mathieu, qui sont aussi avec nous. Normalement, quand on fait une rétrospective comme celle-ci, c'est un cinéaste qui, parfois, est décédé il y a déjà un certain temps, d'habitude, et parfois, c'est pas possible d'avoir des membres de sa famille, mais c'est pas le cas. Nous avons avec nous des gens qui ont partagé sa vie, qui ont partagé son travail. Vous m'entendez? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, vous m'entendez? 1, 2, 3, voilà. Vous voulez que madame répète ce qu'elle a déjà dit, sa présentation? Bon. Je répète pour vous dire que c'est un honneur d'avoir parmi nous des personnes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 406, c'est le numéro 4 français. Oui, 1, 2, 3. Voilà, je crois que c'est le numéro 4. Je ne sais pas si c'est le 4. Pardon, désolé. Vous aimez entendre l'espagnol? Madame préfère écouter l'espagnol. Bon, troisième fois encore, je voudrais remercier la présence de la famille. Dans ce cas-ci, c'est un privilège, parce que ce sont des personnes qui ont non seulement partagé la vie de Jacques Demy, mais aussi son travail, comme c'est le cas de Agnès, qui travaille aussi dans le même métier, comme Rosalie qui a travaillé directement, ou Mathieu qui a tout d'abord été acteur, ensuite directeur. Lui aussi, il a décidé de suivre les pas de son père dans ce métier. Ce que je voudrais surtout est remercier la collaboration énorme de la famille, collaboration aussi bien pour le livre que pour le cycle. Le poème qui apparaît à la première page du livre, Pourquoi je fais du cinéma, nous explique déjà pourquoi tout cela raconté par Jacques Demy en personne. À partir de là, le livre est l'analyse de beaucoup d'écrivains, aussi bien espagnols, aussi avec des collaborateurs espagnols et américains par rapport à savoir comment il a travaillé, comment il l'a fait. Et aussi les membres de la famille ont contribué avec des phrases, nous ont donné des phrases où Jacques Demy nous explique pourquoi il a décidé de faire ce film, quel était le but, et tout cela est inclus dans le livre. Et aussi, il y a tout un monde de photographies concernant les films, des photos personnelles, des photos de tournage. Alors, grâce à la collaboration de la famille, le livre est énormément riche, a été enrichi d'une manière qui n'aurait pas été possible. Alors, merci encore une fois de la part du festival, de la part de la Filmothèque. Merci bien à vous tous pour votre contribution. Et maintenant, je vous donne la parole, à Kim pour nous raconter le comment du livre. Merci. Très rapidement, tout simplement, je voudrais souligner mes remerciements parce que du point de vue iconographique et en général, sans eux, le livre n'aurait pas été possible. Tout simplement vous dire que l'idée de faire un livre sur Jacques Demy aujourd'hui, on voulait revendiquer la figure de Demy. On voulait revendiquer son appartenance à un genre très enraciné, comme dans le cinéma des États-Unis, comme le cinéma musical. On pourrait dire que le seul auteur non américain qui l'a utilisé et qui a contribué, qui a révolutionné le genre a été Jacques Demy. Il n'y a pas d'autres cas similaires dans le cinéma européen. Évidemment, il y a eu le Jacques Demy de Lola et des autres films. Mais l'idée du livre était d'une part de réviser tout cela, d'étudier tout cela. Et dans le livre, il y a 3 ou 4 articles qui nous parlent du genre musical, de sa relation avec le musical américain, et aussi d'autres réalisateurs américains français, ou peut-être qui l'ont utilisé, mais différemment, comme Jacques Rivet, tardivement, ou Jean-Luc Godard aussi.
au même moment où Jacques Demy commençait à travailler. Il y a eu aussi, dans le dernier texte du livre écrit par Ángel Quintana, il était consacré à parler de l'influence possible de Jacques Demy dans le cinéma français contemporain, avec des réalisateurs très divers. Un cas spécifique, ce serait Jeanne et l'enfant formidable Mathieu Demy a travaillé comme acteur, qui a un lien esthétique émotionnel plutôt que thématique avec l'œuvre de Jacques Demy. Et là, on essaye de voir un petit peu ces relations-là. Et un texte que j'aime beaucoup, écrit par Carlos Rosilla et Ina Merino, c'est un texte dont ce sont des lettres aussi, oui, c'est un genre épistolaire de lettres où tous les deux, Rosilla et Merino, vont assumer les rôles de Jacques Demy et Agnès Varda pour établir un dialogue dans le texte à partir du cinéma que les deux ont fait, et ils parlent de ces liens-là dans ce cinéma-là. Alors l'idée était de voir un petit peu le mystère de Demy et le retentissement de Demy dans le cinéma contemporain, qui, du point de vue de la critique espagnole, peut-être on n'en a pas trop parlé par rapport à d'autres collègues de la génération dans le cinéma français de la nouvelle vague. Alors je crois que la contribution de notre livre suit un peu cette direction-là. Aussi, on parle de quelque chose qu'on savait mais qu'on ne connaissait pas trop, et c'est la pratique artisanale de Jacques Demy, par exemple, de le cinéma d'animation. Il y a un article écrit par Echeveste. Alors les films ont été restaurés, Ciné Tamaris. C'est vrai que ce ne sont pas des films qu'on peut montrer, ce sont des films qui ont été trouvés dans le garage, qu'il avait fait d'une manière énormément artisanale, des films d'animation qui sont tellement beaux et tellement intéressants à voir, mais malheureusement on ne peut pas les montrer dans les cinémas, ils sont en DVD, mais il y a un texte qui a été consacré à cela, fondamental aussi pour comprendre Demy dans sa totalité et briser l'idée selon laquelle Jacques Demy ce n'est que les parapluies de Cherbourg, par exemple. Alors il y a des textes très différents, l'influence américaine de Demy, des textes concernant Lola, le Star System, comment il a travaillé avec Mastroianni et Catherine Deneuve, François Dorléac, Anne Quenet, etc., etc. Alors notre contribution suit un petit peu cette ligne-là pour essayer d'expliquer des choses qui n'étaient pas peut-être trop connues chez nous en Espagne. Voilà, et maintenant je donne la parole aux trois membres de la famille. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Je voudrais dire que nous sommes très reconnaissants, tous les trois, nous sommes très reconnaissants, parce que c'est vrai que c'est un livre qui a été fait avec du goût, avec de l'intelligence, avec de l'amour pour le cinéma de Jacques. J'ai pas tout lu, je n'ai pas tout lu, puisque bon, je n'ai découvert le livre que ici, à Saint-Sébastien, mais Descubierto, oui, j'ai découvert beaucoup d'aspects intéressants. C'est un plaisir de savoir que ceci va permettre aussi les filles et aux Espagnols de connaître un petit peu mieux la figure de Jacques Demy. C'est vrai que la famille, particulièrement Rosalie, oui, a aussi offert les photographies, etc. Oui, et cet article-là, concernant le cinéma d'animation, est très intéressant. Mais il faut savoir que les films d'animation ont été faits quand ils n'avaient que 14, 15 ans, 16 ans. Voilà, 15, 16 ans. Jacques Demy était en train d'inventer le cinéma. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est ce que l'on voit à Jaco de Nantes. Racontez-nous, parlez-nous un petit peu de Jaco de Nantes. Jaco de Nantes, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de Jaco de Nantes? Pourquoi avez-vous décidé de faire ce film tellement beau, Jaco de Nantes? Pourquoi? La rétrospective concerne les films de Jacques. Mais il y a aussi mon film, celui que j'ai fait, parce que, bon, j'ai fait une fiction de l'enfance de Jacques. Jacques était malade. Il était
à la maison, il était chez lui, en train de peindre et d'écrire. Et tous les 2 ou 3 jours, il me montrait ce qu'il avait écrit. Bon, alors c'était un petit peu le souvenir de son enfance, depuis 1939. Et tout était très précis, par exemple, ce qu'il faisait. Et moi, je lisais tout cela tous les 2, tous les 3 jours. Et un jour, j'ai dit, bon, quelle histoire. Je crois que ça pourrait faire un scénario très bon. Et lui, il a été d'accord. Il a dit, d'accord. Et alors moi, je lui ai dit, pourquoi ne pas le faire? Il a dit, je suis trop fatiguée, mais pourquoi tu ne le fais pas toi? Mais c'est ton histoire, c'est ta vie. Oui, s'il te plaît, fais-le. Alors, j'ai commencé à construire un scénario. Parce que les mémoires n'avaient pas de dialogue. Il n'y avait pas non plus la description des émotions, ou très peu. Tout était très calme, très classique, mais très intéressant. Et alors, avec l'approbation de Jacques, j'ai commencé à écrire le scénario. Moi, j'avais compris qu'il fallait faire vite, parce que Jacques était malade. Alors, très vite, bon, on a essayé de trouver un petit peu d'argent et on a commencé comme ça, voilà, vite. Et comme ça, Jacques pouvait venir al rodaje, voilà, au tournage. Il pouvait venir au tournage, il pouvait rencontrer par exemple les 3 enfants qui allaient jouer son rôle, sa mère qui apparaissait comme sa mère, son père, et on a eu la fortune, la chance de pouvoir tourner dans le garage même où il avait passé une partie de son enfance. Alors voilà comment j'ai commencé. Et ensuite, il m'a dit, c'est ton film. Alors j'ai dû inventer les mots, les paroles, et très souvent, je lui posais la question, mais dites-moi, tu penses que les dialogues sont bien, que les mots sont justes? Et il me disait, oui, c'est bien. Et je crois que pour moi, ça a été très utile. Ça m'a été très utile de faire ceci quand il était très malade. J'espère aussi que ça aura été utile pour lui aussi. Et on a fini le tournage. Et seulement une semaine après, il est décédé. C'est quelque chose de très étrange pour nous. Comme si il avait eu la force pour pouvoir le créer. Et il était très fier. Il était très fier parce que là, son enfance avait été très importante pour lui. Pourquoi? Parce que toute son inspiration, on pourrait dire que toute son inspiration épuisée vient de son enfance, des gens qu'il a rencontrés à ce moment-là, des gens de son cercle social, de son entourage, de son tejido social, voilà. C'est vrai que c'était important du point de vue de sa carrière et de ses films. Voilà pourquoi on peut dire que Jacques de Nantes peut être projeté aussi avec sa rétrospective et aussi le documentaire concernant son travail comme cinéaste. Mais nous ne sommes pas ici maintenant pour parler de mes films. On est ici pour parler des films de Jacques. C'est clair que Jacques Demy a eu une influence du genre musical américain, mais après avoir fait ses films, Jacques Demy, par la suite, est-ce qu'il a participé dans le genre musical américain aussi comme s'il rendait la balle aux Américains? Et est-ce que Jacques Demy a influencé, lui, sur les Américains? Voilà la question, s'il a influencé sur les Américains. Pour le fils, il a déjà un métier indépendamment vis-à-vis de son père, mais comment a-t-il été influencé pour son père? Est-ce que son père a été un poids, peut-être parfois lourd pour lui dans sa carrière aussi?
si Jacques a été un poids, peut-être un peu lourd aussi pour son enfant, dans sa carrière. Oui, l'influence d'Hipper dans le fils. Voilà. Ça n'a pas été un poids, non, au contraire, ça a été quelque chose qui m'a porté, qui m'a donné de la force. En fait, Jacques aimait beaucoup me montrer, à Rosalie et moi, il aimait beaucoup me montrer ses films en 16 mm, quand on était en vacances, en famille, et il faisait des projections comme ça régulièrement de ces films. Et moi j'ai vu tous ces films à tous les âges, et je les ai vus avec des yeux différents en fonction des moments où je grandissais. Alors c'est vrai, on a présenté tout à l'heure les Demoiselles de Rochefort, et je disais que quand j'étais petit garçon, je m'identifiais au fils de Catherine Deneuve, au petit Boubou, il s'appelle Boubou, le gamin, dans les Demoiselles de Rochefort. Puis après, un peu plus tard, je voulais être Georges Chakiris, et puis après, je voulais être Maxence, et puis bientôt, maintenant, je m'identifie à Piccoli. Donc c'est des films qui moi, ont structuré mon enfance, et voilà, je dois dire que c'est un échange, c'est l'échange peut-être le plus important que j'ai eu avec Jacques, c'était par ces films. J'ai compris aussi qu'il nous montrait ces films pour nous raconter sa vision du monde, voilà, c'était un homme assez peu bavard, assez pudique, et je crois comprendre qu'il donnait beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotion à son travail. Voilà, moi ces films, je pense, Rosalie dira aussi ce qu'elle en pense, moi ces films vraiment m'ont porté, m'ont appris plein de choses, et c'est plutôt comme ça que je le vis. Voilà. Et toi, Rosalie? Moi, avec Mathieu, j'ai été élevée dans un monde qui était un monde de contes de fées, parce que pour une petite fille, elle avait sur le tournage, j'allais régulièrement sur le tournage de Nice et le tournage de Jacques, mais le tournage de Jacques avait quand même des ingrédients, je dirais, qui étaient plus proches de la magie et de l'enfance, des contes de fées, des tournages où il y a de la musique, où il y a des couleurs, où il y a des danseurs. Donc la petite enfance a vraiment été absolument bercée par ça. Et par ce monde, comme ça, ce choix d'essayer de recréer sa réalité, son monde, une vision. Et moi, mon enfance est vraiment très ponctuée comme ça par ces tournages. Et tu as raison, c'était un monde pudique, donc ces films, c'était aussi pouvoir nous transmettre en tous les cas ce qu'il avait envie. Moi, je suis devenue costumière après mes études générales, et j'ai eu la chance de travailler avec lui, il a envie de travailler avec moi. Et bien, en plus, après, eu cette chance de partager vraiment le travail de metteur en scène avec lui, de ses envies, de tout ce qu'on faisait pendant la préparation avec les décorateurs, avec Bernard Révin, avec les chefs opérateurs. Il m'a vraiment transmis son amour de la peinture et tout ce travail qu'on a fait ensemble. J'ai fait mon premier film avec lui comme costumière. J'étais toute jeune. C'était la naissance du jour, c'était un film pour la télévision. C'était une adaptation d'une nouvelle de Colette. Et ça se passait entre 1920 et 1924-25. Et j'étais très jeune, je sortais de mes études de costume. Et il m'a fait confiance, il m'a dit mais ça va être formidable. On a regardé ensemble des Van beaucoup de peinture, autodix, et choses comme ça. Et j'étais terrifiée en me disant il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sois à la hauteur. Et effectivement, il était d'une passion telle, tout était tellement prêt avant le tournage, tout était tellement préparé qu'effectivement, quand on arrivait sur le plateau, il y avait peut-être moins d'angoisse entre nous, sur d'autres plateaux, j'ai travaillé avec d'autres metteurs. Après, tout n'était pas tout à fait prêt, il y avait encore cette possibilité sur le plateau de changer, d'amener des idées. Jacques, tout était prêt, avant, tout était structuré. Moi, j'ai adoré travailler avec lui, c'était une grande joie, parce que finalement, quand on a une relation familiale, c'est une chose. Et une relation dans le travail, c'est autre chose. Et j'ai eu la chance de travailler avec Agnès et avec Jacques, donc c'est quand même, pour moi, un
plus, quoi. En plus de les partager. J'ai fait une chambre de ville, j'ai fait parking, j'ai fait 3 places pour 26. Et peut-être son dernier film, qui est le seul film finalement où il y a dans le film la notion de la comédie musicale et du théâtre, puisque dans les autres films, les chansons sont animées autrement du point de vue de l'histoire, alors que dans 3 places, le personnage principal vient dans un théâtre et fait une comédie musicale. Il a eu un tel plaisir comme ça de retrouver les petits clins d'œil de toutes les comédies musicales américaines. C'était très agréable. Maintenant, la transmission se fait, parce que j'ai eu la chance, comme Mathieu m'a demandé de faire les costumes de son film. Donc, voilà, lui aussi, Mathieu est très pudique. Et moi aussi, j'étais très heureuse d'être avec lui à partager cette nouvelle aventure. Et moi, ça me rend très heureuse d'avoir des enfants artistes. Parce que c'est vrai, voilà, c'est on est content. Il ne faut pas exagérer, on ne va pas être vieux, content, tout va bien. Mais il y a une transmission de goût pour le cinéma, de patience pour attendre. Mathieu a eu des difficultés à faire son film. Notre production l'a aidé un tout petit peu, mais il s'est débrouillé comme un chef de faire ça. C'est vrai qu'il a demandé à sa sœur de faire les costumes. Et moi, je suis venue 1 ou 2 fois sur le tournage comme une petite souris. Mais je ne voulais pas plus déranger Mathieu, que je ne voulais pas déranger Jacques non plus. Et Jacques non plus ne voulait pas me déranger quand je tournais. Je crois que nous avons tous un vrai respect pour le travail de l'autre. Parce que le travail, c'est quelque chose d'un peu personnel, solitaire même. Et on peut s'amuser, être ensemble, manger ensemble et tout ça, mais le moment de la mise en scène, le moment de la création, chacun doit faire son travail, tout seul. Et c'est ce qui s'est passé, toujours. Par contre, ce qu'on peut dire aussi par rapport au film de Jacques, c'est que, c'est pour ça que quand on a présenté la rétrospective, j'ai dit que c'était vraiment bien pour nous d'être en famille pour faire ça, parce que c'est vrai que c'est une entreprise familiale. Agnès a commencé un travail de restauration des films. Ce sont des films qui datent depuis les années 60, donc voilà, qui parfois étaient dans des conditions pas très bonnes, donc il y a un travail de restauration, de numérisation. Et Agnès a commencé ce travail et nous l'avons continué avec Rosalie. Et c'est vrai qu'on essaie vraiment tous les 3, chacun à notre niveau, de faire en sorte que les films de Jacques continuent à exister. Parce que certains films anciens, par exemple, Les Demoiselles de Rochefort, le chef opérateur était mort, le décorateur était mort, et j'ai essayé d'avoir la mémoire véritable des couleurs et des désirs de Jacques. Pour les films plus récents, Rosalie était présente sur les 4 derniers films de Jacques, c'est-à-dire qu'on essaye de donner tout ce qu'on sait de mémoire, de compréhension de Jacques, pour essayer d'être juste, de ne pas interpréter, de ne pas transformer. Et ça fait partie du respect, ça fait partie aussi du désir que les films soient vus comme ils ont été faits. Par exemple, sur les Parapluies de Cherbourg, la restauration a été tellement extraordinaire. C'est une histoire technique de sélection trichrome. On a recomposé un négatif couleur nouveau d'après les sélections trichrome noir des 3 copies. Et on peut dire que les copies 35 mm qui sont sorties sont aussi belles, peut-être même un tout petit peu plus belles, parce que la technique est un peu meilleure aujourd'hui, que les copies qui sont sorties en 1964 ou comme ça. Et ça, c'est très beau, parce que c'est pas seulement de parler des films, mais il faut les voir dans leur état original. Je voulais dire, la transmission, c'est pas seulement du souvenir, des émotions, des mots, des livres. C'est un travail technique. Et nous sommes techniciens, Mathieu était au laboratoire, s'occupait des questions de peau d'âme, dire comment il fallait pas faire les restaurations, le trucage et tout ça. Et Mathieu est même beaucoup plus technicien que moi, parce que la technique a beaucoup évolué. Moi, je cours un peu derrière la technique d'aujourd'hui, et lui, il est plus là-dessus. Et Rosalie a la connaissance des couleurs, de ce que voulait Jacques. Et je pense qu'on fait une sorte de trio sentimental, technique, amoureux et pratique, parce qu'il faut trouver de l'argent, parce que nous avons du mal à trouver de l'argent, parce que les restaurations coûtent cher, et que la production que nous avons à nous 3, qui est une production de famille aussi, ne gagne pas assez d'argent avec mes films. Je veux dire, je fais peut-être des films plus ou moins bien, mais je ne fais pas des, comment ça s'appelle, des blockbusters.
C'est-à-dire que mes films ne rapportent pas les fortunes que nous espérions avoir. Donc on doit se maintenir comme ça, dans une sorte d'économie moyenne, raisonnable, et puis chercher l'argent pour les films de Jacques. Merci énormément d'être venu. C'est un honneur et un plaisir d'être ici à parler avec vous après avoir vu et lu sur Agnès, sur Rosalie, sur Mathieu. Bon, Mathieu, pour commencer, j'espère que votre film, Mathieu, dans la section officielle, oui, j'espère que ça va marcher. Bon courage. Et j'ai été surpris. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le film, mais l'argument, l'idée, bon, ça me fait penser un petit peu à Lola, je ne sais pas pourquoi. Bon, je crois que là, il y a quelqu'un qui fait un striptease, bon, je sais pas s'il y a des points d'union, je sais pas. Alors, je ne sais pas si ce sont des échos ou pas, mais surtout, l'une des choses que je voulais commenter, que, bon, ici, nous avons l'opportunité de voir les films de Jacques, et aussi le film d'Agnès, mais, après avoir lu tout cela, il y a beaucoup de projets aussi qui peut-être sont restés là dans la phase de projet. Alors je ne sais pas si peut-être Agnès peut nous parler de ces projets-là que peut-être n'ont pas vu la lumière. Je voudrais connaître un petit peu le projet sur Kobe, ce film. Je ne sais pas si vous pouvez en parler. Je ne sais pas s'il y a là quelque chose au fond, s'il y a des informations à partager avec nous. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y avait tant de projets. Par exemple, des légendes sur des, je sais pas, beaucoup de choses, je crois, qu'il avait imaginé, Jacques. Et je crois que ce serait très intéressant de parler non seulement de ce qu'il a fait, mais des projets qui malheureusement n'ont pas vu la lumière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ses rêves, de ce qu'il aurait voulu faire? Au sens Jacques de Beaumont, d'aller rendre une visite à Jacques Prévert, qui, vous savez, était un scénariste extraordinaire. Et nous l'avions vu beaucoup, on avait vu 50 fois Les Enfants du Paradis, et les films d'avant, et les films d'après. Et alors on a été voir l'intime. Et Jacques lui disait, pas se plaindre, il disait, j'ai écrit le scénario, mais pour le moment je ne trouve pas d'argent. Et Prévert a dit une chose qui était extraordinaire. Ah, plus d'argent, plus de lumière. Prévert a dit, vous savez, j'écris beaucoup de scénarios que j'invente, je fais des dialogues, et quand on achète un scénario et qu'on fait un film, j'en ai 2 ou 3 qui sont écrits, finis, et dont personne ne veut. Et Jacques et moi, on a dit, bon, il faut être modeste, il faut savoir que peut-être que tous les projets ne sont pas possibles à faire. Pour ce qui est de Jacques Demy, il avait 2 projets en tout cas. Un, et nous savons parce que nous étions en Amérique avec lui, il voulait faire, comment ça s'appelait, Cinderella Skate. Il voulait faire le conte de Cendrillon, je ne sais pas comment on dit en espagnol, Cendrillon. Cenicienta. Ouais. Et parce qu'il voulait faire un musical en tant que le conte de Cendrillon. Il avait préparé, il avait cherché de l'argent, ça n'a pas marché. Et quant à Kobe de Tamponneuse, c'était un scénario qu'il avait fini, écrit. Il avait même présenté le film au centre du cinéma, il avait eu l'avance sur recette. Mais voilà, il était trop fatigué pour le faire, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et ce scénario restait comme ça. Voilà. Et c'était un scénario amusant, qui lui allait bien, qui était un mélange, comme toujours, de fêtes foraines, d'histoires d'amour, de fantaisie, de sentiments, de problèmes sociaux, enfin, comme il savait faire. Là, voilà, il y a un scénario qui s'appelle Kobe de Tamponneuse. C'était un musical aussi ou pas? Non, pas du tout. La musical, la baie des neiges, la baie des oranges, à part la petite chanson que j'ai écrite, ce n'est pas tellement, Jacques n'était pas absolument voulu à faire de musical, il avait envie, alors d'une certaine façon, une chambre de ville qui est entièrement chantée, d'une certaine façon, ce n'est plus un musical, c'est un opéra, c'est un opéra contemporain, c'est un opéra de cinéma, c'est un opéra qu'il voulait, un opéra populaire, c'est ça qu'il voulait faire. Hola, buenas tardes. Bonjour, tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est un plaisir de pouvoir voir le film de Jacques Demy dans le cinéma. Comme vous,
fait, parfois ils n'ont pas été trop bien reçus. Il y avait des gens qui parlaient un petit peu d'une esthétique naïve, l'utilisation de la couleur. Mais il y a aussi des éléments de réalité, comme par exemple dans les parapluies de Cherbourg, la guerre d'Algérie ou la grève de 1955 à Nantes dans les chantiers navals. Là, je crois que là, il y a aussi une réalité énorme. Il était aussi très accroché à la réalité, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand on dit Jacques Desmillons chanteur, qui est une façon de dire à quel Charles, c'est un chanteur sur un terrain réaliste, très ancré dans la réalité sociale, spécialement. Et c'est vrai, par sa famille, par ce qu'il a vu autour de lui, son père avait fait partie de toutes ces grandes grèves à Nantes. Il avait conscience très familiale du milieu ouvrier et de ces luttes qu'ils ont fait pour leurs droits. Et il a écrit, c'est vrai que Michel Granville est un très grand film sur une grève. Ma question, elle est un petit peu vieille. Le film que vous avez fait, sans toi, sans loi, a beaucoup à voir avec ce que Victor Gaviria a fait, la vendeuse de roses. Une fille qui est seule, morte toute seule. Êtes-vous consciente du fait de l'influence aussi de Jacques Demy dans le cinéma de l'Amérique latine, une influence énorme? Est-ce que vous pouvez parler de ça, l'influence de Jacques Demy en Amérique latine? Le problème de distribution existe partout. Très peu de films français, en tout cas les films d'auteurs français, arrivent très peu en Espagne. Les films espagnols arrivent très peu en France. Quant à l'Amérique latine, on ne connaît pas bien. Alors, il y a quelques héros, par exemple du Mexique, arriverait Gavas, qui tout d'un coup devient une gloire, mais il y a beaucoup d'autres cinéastes mexicains qu'on connaît moins. Il y en a 2 ou 3 ou 4 qu'on connaît. La même chose pour la Colombie, pour le Pérou, pour tout ça. Et donc, on n'a pas tout à fait conscience de ça parce qu'on ne connaît pas très bien ce cinéma. On ne le connaît pas sauf d'aller dans des festivals spéciaux. Tout d'un coup, il va y avoir une semaine du festival mexicain, une semaine du festival argentin. Mais ce ne sont pas des films de grande distribution. C'est vraiment le problème de la distribution qui empêche les films de circuler. Moi, je sais que j'ai fait un film de Plage d'Agnès qui a été montré ici l'année dernière. Il n'y a pas de distributeur espagnol qui l'a voulu. Donc c'est seulement 1 ou 2 ou 3 ou 10 projections en Espagne. Et donc, on le sait, le film de Jacques Demy, à l'époque, était célèbre, mais à partir des derniers films et après, et beaucoup du cinéma français souffre du manque de distribution. Alors, il faut parler de l'Amérique latine. On ne connaît pas bien la situation, on la connaît un peu, mais pas bien. Et moi, j'étais très frappé qu'il y avait ce festival Quatre Opposants qui a montré dans 4 pays d'Amérique latine, à Caracas, à Bogota, à Mexico, à Rio, des films et à Madrid. Et il montrait le même film pendant un week-end, pendant une fin de semaine. Mais c'était même extraordinaire, sinon ces films n'auraient été jamais vus à Bogota, jamais vus à Caracas. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma d'auteur, le cinéma particulier, a énormément besoin de festivals. Ok, les amis? Vous ne voulez pas parler? Je voulais faire une réflexion dans Jaco de Nantes. J'ai été énormément émue à voir cette enfance réinventée de Jacques Demy et voir comment c'était important le moment quand le jeune Jacques se rend compte qu'il doit échapper, c'est-à-dire que là il doit prendre en main son propre avenir, même si on avait préparé pour lui un petit peu son avenir.
Je crois que là où nous avons montré une enfance très intéressante et aussi sa jeunesse, vous avez eu la chance d'avoir un enfant, une fille qui sont des artistes. Et là vous montrez comment c'est difficile pour quelqu'un qui a la vocation de s'affirmer, de se raffirmer et de pouvoir devenir, de pouvoir finir par exercer le métier du cinéma. La fin de Jacob Monte, c'est comme un happy end. Il obtient d'aller à l'école de cinéma. C'est-à-dire c'est toute l'ambition de cette lutte d'enfance contre son père qui veut en faire un chaudronnier ou un garagiste. Cette envie de faire du cinéma, en fait, il veut déjà seulement arriver à l'école, comme si c'était la nouvelle chose qui peut arriver. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas un film pour dire il a réussi, il a fait le film, c'est juste ce début, cette vocation. Alors, je suis très frappée aujourd'hui parce que aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont accès à tout. Ils ont accès aux photos, au cinéma, aux jeux, à la vidéo, aux trucs électroniques, aux jeux. Ils s'amusent beaucoup, ils sont très intelligents et beaucoup sont même très doués. Mais j'étais très frappée que l'enfance de Jacques, avec sa vocation, existait dans un endroit où il n'y avait rien. D'abord parce que c'était la guerre, ensuite évidemment pas de télévision, pas de jeux, pas de choses électroniques, pas d'argent. Il y avait une radio finalement, je crois, et l'obligation d'inventer les jeux, d'inventer le désir et d'inventer la vocation. Je pense que c'est un terrain. Je ne veux pas dire qu'il faut que les enfants vivent pendant la guerre et qu'ils aient rien. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je pense que c'est un peu ce que Sartre a écrit dans les mots, comme il raconte le milieu de sa famille. Il avait tellement besoin de sortir de ça pour créer sa propre identité, sa création. Et je pense que pour lui, ça a été une vraie lutte d'inventer son désir de devenir cinéaste, de devenir artiste d'abord, de faire le marionnette, d'inventer l'animation. Et ça m'a beaucoup frappé. Je trouve l'enfance de Jacques formidable. Je trouve d'autant que moi, j'avais pas du tout de vocation quand j'étais enfant. J'ai jamais pensé à faire du cinéma de 25 ans. Donc, ça m'impressionne. Je veux dire que j'admire cet enfant qui s'appelle Jaco. Et je l'aime. Et vous l'avez exprimé d'une façon admirable, si je peux me permettre. Merci. Bon, même question pour les droits. C'est une question très simple à chacun. Qu'est-ce que vous aimez les plis de le cinéma de Jacques? Les plis importants pour vous? Qu'est-ce qu'on préfère? On aime les plis, non? Quand ça vient, qu'est-ce que tu as vu plus de Jacques? C'est la vie. J'ai été élevée avec ce cinéma-là, donc si vous voulez, je peux pas, j'ai pas de film préféré. Je suis d'accord avec Mathieu, on s'identifie aux différents âges de la vie, aux différents personnages. Un jour, je peux être Catherine Deneuve, peut-être un jour, je suis Edmond Michel Piccolo dans une chambre de ville. Donc, je crois que ce qui, moi, me touche aujourd'hui, c'est justement de partager ces films avec de nouvelles générations. Ce qui est très émouvant, c'est ça, c'est de voyager, de voir que ces films continuent à donner de l'émotion à ce que des spectateurs ont envie d'aller dans une salle noire et regarder, ou peut-être les voir aussi par les autres outils avec lesquels on voit le cinéma aujourd'hui, sur les plateformes VOD, les DVD, des choses comme ça. Oui, ça me touche. Ça me touche beaucoup de voir d'un seul coup, aujourd'hui, dans la salle de projection de Demoiselles de la Foi, il y avait 5-6 enfants, de moins de 11 ans. Ça me touche beaucoup. Parce que je crois que justement, son cinéma est assez extraordinaire et assez intemporel pour avoir traversé les générations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ici, mes amis sont partenaires de transmission. Directeur de la Cinémathèque de Madrid, directeur de la Cinémathèque de Basque, directeur de la Cinémathèque de Barcelone, qui nous a aidés, etc. Donc ça me touche beaucoup. Oui, ce qui est génial aussi, peut-être aussi pour rebondir sur ce que disait madame tout à l'heure, c'est vrai que Jacques a fait un cinéma très osé,
très radical, et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, des gens qui ont compris, mais Jacques aussi, il y a des fous de nuit. Il y a des gens qui connaissent toutes les chansons de tous les films par cœur. J'en vois même dans la salle. Tu crois que c'est non, mais c'est vrai. C'est la secte. Écoutez, il y a aussi une secte. Comment ça s'appelle ce site Sur Facebook, j'ai été contactée un jour par une femme que je ne connais pas et qui avait créé un groupe qui s'appelle. Oui, c'est très bien. Je connais toutes les chansons de Jacques Demy par cœur, mais je chante faux. Et j'assume. C'est vrai que ça, c'est extraordinaire aussi de comprendre que pour certaines personnes, ce sont vraiment des films qui ont accompagné leur vie, toute leur vie. Et voilà, c'est très beau parce que tout le monde a ça. Moi, j'ai aussi des films qui m'ont accompagné toute ma vie depuis l'enfance, que ce soit des films de Jacques, ou d'autres films, des westerns, ou des films des frères Cohen, ou des films comme ça, qui vous portent et qui vous donnent de la force. Et c'est très impressionnant de rencontrer des fois comme ça des gens qui sont absolument des demi-films, qui sont des fous de donc ça c'est très... C'est bien une transmission aussi, pardon. Pour, par exemple, Mademoiselle de Rochefort, que évidemment toutes les petites filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans se prennent pour des jumelles, chantent des chansons, s'habillent en jumelles et tout ça. Et moi j'ai vu des personnes qui ont passé le goût de Mademoiselle à leur fille, à leur petite fille, et l'arrière, je suis assez vieille pour avoir vu 3 ou 4 générations de gens qui aiment Mademoiselle de Rochefort et qui veulent que leurs enfants le voient. La même chose pour Podane. Et nous avons la chance que le ministère de l'Éducation nationale en France a choisi de montrer des films dans le temps des études. Et ça s'appelle École de cinéma, Collège de cinéma et lycée. Et ils ont par exemple tiré des copies de Mademoiselle de Rochefort qui circulent dans les écoles, des copies de Jacques Audiard, des copies de Podane. Et ces films-là sont montrés aux enfants. Ça, c'est formidable, parce que ça veut dire que d'autres enfants qui ont 7 ans, 8 ans, ils ne vont pas voir seulement des films spéciaux fêtes. Ils aiment beaucoup toutes les histoires, évidemment, Star Wars et tous ces trucs qui sont une mythologie extraordinaire. Mais ça veut dire qu'on leur montre d'autres films et qu'ils les aiment. En tout cas, on leur apprend à les aimer quand ils sont petits. Ça, c'est pour nous formidable. Ça ne rapporte pas d'argent, hein, mais ça rapporte ce que nous souhaitons le plus. C'est que les films soient connus, assimilés le plus tôt possible, et qu'ils rentrent dans ce magasin d'émotions qu'on garde pour toute sa vie, comme tu dis, les films qui nous accompagnent. Il y a des films de Jacques qui accompagnent des personnes, des demi-films, mais d'autres aussi. Ça, c'est notre récompense. Nous demandons ce qu'on préfère. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, chacun de nous peut-être préfère certains films, d'autres films. C'est quand même un tout dans une œuvre. C'est pour ça que c'est important qu'on montre l'intégrale. Et ceux qui vont tout voir, je ne sais pas s'il y a quelques fous qui vont voir tous les films de Jacques ici, quelques-uns peut-être, qui ont dit, on va tout voir. Là, une amie de Los Angeles, elle a dit, de toute ma vie, je n'ai pas vu le là, je vais voir le là absolument. Mais d'autres n'ont pas vu, découvrent des films. Et c'est vrai que dans le magasin des œuvres de Denis, il y a des moments que certains films correspondent mieux que d'autres. Dans notre vie, on n'est pas carré comme ça, exactement comme les enfants disaient qu'ils se sont identifiés à des âges différents. Parce que quand on voit les parapluies, quand on voit des enfants 5-6 ans qui voient les parapluies, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils aiment beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Ils adorent les parapluies des petits. Évidemment qu'ils ne comprennent pas les enjeux, qu'ils ne comprennent pas la guerre, qu'ils ne comprennent pas que Jacques disait que la guerre était une connerie, qu'elle sépare les gens. C'est vrai. Et que les différences de classe sociale séparent les gens. On ne peut pas le comprendre quand on a 7, 8, 10 ans. On peut le comprendre quand on a 17, 18 ans et qu'on commence à faire un petit peu de sociologie, de dire un peu la politique. Donc, cette évolution de l'amour des films, nous l'avons aussi dans nos propres vies. Nous avons aimé les films de Jacques, et moi aussi, avec des amours qui montaient, qui descendaient, suivant les âges et suivant les circonstances, je dirais. Oui, madame, je vais vous dire quelque chose au sujet de ce que vous avez dit tout à l'heure, au sujet de l'époque de l'après-guerre. Vous comprenez maintenant? De l'après-guerre, lorsqu'il n'y avait rien pour les gosses de créatifs, et alors ils étaient obligés à inventer. Alors je vous dis que d'une part,
Je suis mariée à un compositeur qui est né aux années 30, ici en Espagne, et il a découvert sa vocation quand il avait 3-4 ans. Et sûrement, il a développé sa vocation parce qu'il n'y avait rien d'autre autour de lui, de créatif et de vivant. Quant à ma génération, il faut que je vous dise que vos films à vous, on les a vus avec un grand intérêt à l'époque de Franco. Je me souviens, Cléo de 5 à 7, c'est comme ça qu'il s'appelait. Moi, je ne sais pas, chez nous c'était comme ça. Et c'est parce qu'à l'époque de Franco, la vie était très sèche, la vie intellectuelle était très pauvre. Alors, les étudiants et beaucoup d'intellectuels étaient fous pour le film d'auteur. Tandis qu'on voyait dans la rue, dans les cinémas normaux, des films américains imbéciles ou bien des films espagnols encore plus imbéciles, tout de même, il y avait des clubs, des ciné-clubs, qui étaient pleins de gens, pleins à craquer, et qui voyaient, par exemple, Kurosawa, qui voyaient je me souviens d'avoir vu Cléo de 5 à 7. C'était un trou dans ma vie, vraiment très important. Et c'est parce que je n'avais rien d'autre. Et bon, je profite de cette occasion. Je sais que ce n'est pas de vous qu'il faut parler, mais je veux vous dire qu'il y a 2 semaines, non, peut-être un mois, j'étais à Saint-Jean-de-Luz, je conduisais dans ma voiture, et à France Culture, je vous ai entendu parler de Cléo de 5 à 7. Ça m'a beaucoup impressionné. Je me souvenais de tous les détails de ce film. Et vous avez parlé de la technique, du temps, de la façon dont vous avez fait travailler la femme qui est merveilleuse, de tous les détails, techniques, le temps surtout, vous en avez parlé d'une façon magnifique. Et ce qui se passe, c'est que les films qu'on a vus à cette époque-là, l'époque de Franco, on laissait dans notre intérieur des traces tellement profondes que rien ne les a estompées. Et c'est la même chose que vous disiez tout à l'heure. C'est que vraiment, quand la vie est pauvre autour de nous, on a besoin d'inventer, ou bien on cherche, on flaire, et c'est comme ça, il faut que je dise, que le Festival de Saint-Sébastien est né. Parce que à Saint-Sébastien, on avait les films de la France. On allait à Biarritz, on allait à Saint-Jean-de-Luz, ou bien même à Hendaye. C'était plein à craquer de films d'auteurs qu'on ne pouvait pas voir en Espagne. En Espagne, on ne voyait pas Buñuel. On n'a pas vu de Liliana au moment où il a été créé. Il était interdit. Même si le gouvernement espagnol l'a présenté à Venise, on n'a pas pu le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? À Saint-Sébastien, il y avait un groupe assez nombreux de gens qui étaient fous pour le cinéma, parce qu'il était à côté. Et on en avait très besoin. Et vous nous avez fait vivre. Vous nous avez donné la vie. Écoutez, à l'époque de Cléo de 5 à 7, il faut savoir que Jacques avait déjà fait Lola, qui est un film vraiment formidable, innovateur. Et un an après, il a fait La Bête des Anges, qui est un film pur et dur et vraiment intéressant, qui n'est pas musical. Donc je crois qu'il y avait tout un groupe de gens qu'on appelle la nouvelle vague, qui ont vraiment essayé de faire des films différents. Ils ont plus ou moins réussi, effectivement, à s'infiltrer dans les pays, dans certains pays. Mais il y a eu une énergie, on peut dire qu'il y a eu un printemps de cinéma en France, à ce moment-là, avec des formes très diverses, et c'est amusant. Je trouve que dans le jeune cinéma d'aujourd'hui, on voudrait trouver autant de différences. Il n'y a rien de plus différent que Raymond et Denis,
Godard et Truffaut, ou Romer au Chabrol, c'est-à-dire que tous ces jeunes cinéastes ont trouvé une écriture vraiment personnelle. Et dans mes vues, il y a beaucoup de jeunes cinéastes, évidemment dans tous les pays, y compris ici, et on a vraiment trouvé des écritures spécifiques et variées. Et c'est ça qui, je crois, fait la force de la nouvelle vague au même moment. Alors, ils ne sont pas encore tous morts, il y a quelques genres de la nouvelle vague qui ont résisté. C'est les restes de la nouvelle vague qui existent encore. Mais vous avez des nouvelles vagues en Espagne, vous avez des nouvelles vagues partout, nouvelles, et cette espèce de renouveau du cinéma, et Mathieu en fait partie, puisqu'il apporte son premier film ici, et je ne sais pas, il faut que vous allez le voir, évidemment, mais c'est vrai que je pense que c'est difficile pour chacun de nous de trouver son écriture, sa sincérité et son écriture. Je crois que le cinéma, ce n'est pas de raconter une histoire, mais comment la raconter. Comment trouver la forme, le mouvement, le rythme, le temps d'un récit. Parce que si c'est pour faire un scénario, d'ailleurs, où toute histoire peut se raconter en 10 minutes dans un programme, ça n'a pas de rapport avec qu'est-ce que c'est le cinéma. Et je crois que Mathieu découvre ça. Bien, si no hay más preguntas, Mathieu y a mí. Mathieu doit partir à Paris, il sera avec nous la semaine prochaine pour représenter son film. Bon courage. Ouais. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à vous trois et merci aussi au public. Gracias.